Sur votre écran apparaît un plan avec les 9 facettes de l'amour ou principes fondamentaux. En haut à gauche, au niveau spirituel, vous trouverez le principe d'unicité. Il est la racine des autres. En lecture horizontale, sur le plan spirituel, apparaissent les 2 principes, fidélité et intimité, lesquels conduisent à ne faire qu'un avec soi-même, autrui, le social et toute la création. Puis ces 3 principes au niveau spirituel prennent forme au niveau émotionnel par l'engagement, la confiance et le respect mutuel. Toujours en lecture horizontale mais sur le plan social, donc en bas, apparaît la fraternité, la liberté et l'égalité. Enfin, vous retrouverez les mêmes énergies en correspondance verticale cette fois-ci sur les plans émotionnel et social, de haut en bas. L'unicité devient l'engagement mutuel et la fraternité, la fidélité devient la confiance mutuelle et la liberté, et l'intimité devient le respect mutuel et l'égalité. Bon, il est possible que ces correspondances ne vous soient pas a priori évidentes, c'est normal. Elles vont normalement s'éclairer avec mes explications, du moins je l'espère. Enfin, la 10e facette, absente du tableau, correspond aux difficultés de l'amour terrestre. L'intérêt de ce tableau est d'offrir une vision synthétique et concrète des caractéristiques fondamentales en vue de définir l'amour en soi. À titre d'exemple, sans le respect, il ne peut pas y avoir d'amour. Facile. Mais sans fidélité aussi, notamment la fidélité à ses propres engagements, c'est déjà beaucoup moins facile. À titre de comparaison, le dictionnaire Le Robert le définit ainsi. Je cite, « Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins, inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. » Fin de citation. Je vous laisse apprécier. Dernière remarque. Qui ou quelles institutions ou universités nous enseignent l'amour? Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie humaine. Alors premièrement, le principe d'unicité. De ce premier principe découlent donc tous les autres. Il fonde l'amour universel qui se déploie en 8 autres facettes. Il unit le multiple, ce qui l'est déjà et ce qui ne l'est pas encore. Sans lui, le multiple serait un chaos. Il est issu du dogme de l'unité du monde, dogme spirituel énoncé par un hermétiste anonyme, extrait d'un livre de philosophie spirituelle unique et particulièrement profond, Méditation sur les 22 arcanes du tarot, qui a été écrit dans les années 1960. Il paraît aux éditions Aubier. Je le cite. Le dogme de l'unité de l'essence de tout ce qui existe précède tout acte de connaissance. Et tout acte de connaissance présuppose le dogme de l'unité du monde. L'idéal, ou fin ultime, de toute philosophie et de toute science est la vérité. Mais la vérité n'a d'autre sens que celui de la réduction de la pluralité phénoménale à l'unité essentielle. Des faits aux lois, des lois aux principes, des principes à l'essence ou à l'être. Fin de citation. Platon, dans son Philèbe, l'a décrit avec brio par cette formule. Et les anciens, qui valaient mieux que nous et vivaient plus près des dieux, nous ont transmis cette tradition que tout ce qu'on peut dire exister, donc la vie, est fait d'un et de multiples, donc au principe unitaire organisateur des multiples, et contient en soi, originellement associé, la limite et l'infinité. Fin de citation. Le un s'est donc scindé en deux.
c'est-à-dire en un couple de deux altérités complémentaires fonctionnant de manière symétriquement inversée. Mais si tout est double, un troisième terme les relie, l'amour en soi, que pourrait symboliser le Baphomet. Il signifie baptême de sagesse et fut vénéré par les Templiers. Il est selon moi le symbole le plus représentatif de la nature double de l'homme. Cette image à la fois une, double et triple représente parfaitement bien le mystère de l'amour. Observez que la troisième tête, coincée entre les deux autres, est à peine visible, tel l'amour en soi. Et les trois sont surmontés d'un unique turban, le principe d'unicité. Dans le dogme de la très sainte Trinité, ils sont trois en un. Au niveau émotionnel, le principe d'engagement mutuel. Donc, on descend sur le plan vertical. Ce principe, évidemment, découle directement du principe d'unicité, puisque au sein d'une relation émotionnelle, le couple s'engage. Quand deux individus se déclarent amis, ils s'engagent à se soutenir mutuellement durant leurs épreuves respectives, à ne jamais se trahir, à rester fidèles l'un envers l'autre et à respecter leur intimité. Fidélité et intimité, les deux autres principes au niveau spirituel. Bien évidemment, ils s'engagent aussi à rire ensemble et à partager de bons moments. Mais l'amitié, tout comme l'amour, renvoie en plus à une notion d'éternité. On est des amis pour la vie. Le couple d'amoureux s'engage également à regarder ensemble dans la même direction. Ils s'engagent pour le meilleur et pour le pire. En amour comme en amitié, on ne s'engage pas pour 5 ans tacitement reconductibles. On s'engage mutuellement jusqu'à ce que la vie nous sépare. Au niveau social, on trouve le principe de fraternité, on descend encore d'un cran. Il découle du principe d'unicité. Pas de fraternité sans une origine unique. Selon moi, Bergson est sans doute le philosophe qui a le mieux approché l'idée de fraternité à travers l'amour prodigué par les mystiques. Il montre avec précision que notre amour pour notre famille, notre vie, notre pays ne sera jamais un amour réellement fraternel. Il nécessite un renversement de conscience, une métanoïa, on a déjà rencontré ce mot, et d'action entre l'amour fraternel ouvert, c'est les termes de Bergson, sans limite à toute la création, et l'amour clos qui, lui, pose des limites et par là même exclut une partie de la création. Le communautarisme n'est pas de l'amour, puisque nécessairement il exclut. Voici ce que Bergson nous dit dans les deux sources de la morale et de la religion. Je cite. Maintenant, une société mystique qui engloberait l'humanité entière et qui marcherait animée d'une volonté commune à la création sans cesse renouvelée d'une humanité plus complète, ne se réalisera évidemment pas plus dans l'avenir que n'ont existé dans le passé des sociétés humaines à fonctionnement organique comparable à des sociétés animales. Si l'on disait qu'elle c'est l'âme ouverte, si l'on disait qu'elle embrasse l'humanité entière, on n'irait pas trop loin. On n'irait même pas assez loin, puisque son amour s'étendra aux animaux, aux plantes et à toute la nature. De la société close à la société ouverte, de la cité à l'humanité, on ne passera jamais par voie d'élargissement. Elles ne sont pas de même essence. La société ouverte est celle qui embrasserait l'humanité entière, car l'amour qui le consume c'est le grand mystique, n'est plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. À travers Dieu, par Dieu, il aime toute l'humanité d'un divin amour. Ce n'est pas la fraternité que les philosophes ont recommandée au nom de la raison, en arguant de ce que tous les hommes participent originellement d'une même essence raisonnable. Vous connaissez mon point de vue entre conscience et raison.
les philosophes eux-mêmes auraient-ils posé avec une telle assurance le principe, si peu conforme à l'expérience courante, de l'égale participation de tous les hommes à une essence supérieure, s'ils ne s'étaient pas trouvés des mystiques pour embrasser l'humanité entière dans un seul indivisible amour. Fin de citation, et je n'ai plus rien à ajouter, c'est juste parfait. Quatrième facette, la fidélité, le principe de fidélité au niveau spirituel. On passe à la deuxième colonne verticale. En tant que vertu ou valeur spirituelle, la fidélité s'inscrit dans la notion de temporalité éternelle. Prenons l'exemple des lois de la physique. Ces dernières n'ont d'intérêt que si elles sont immuables, donc fidèles. En effet, le scientifique les retrouvera un siècle plus tard. Les lois scientifiques s'avèrent consubstantielles à la notion d'éternité et respectent donc le principe de fidélité. Il en est de même au niveau émotionnel. Un couple, des amis sont fidèles dans la durée. C'est un engagement atemporel. On n'est pas fidèle 1 heure ou 2. Il n'y a pas d'union véritable et sincère sans fidélité. Au niveau social, la fidélité permet l'authentique liberté, pas celle au sens commun. En effet, la liberté, celle qui répond aux 3 conditions que nous avons déjà vues. Premièrement, consentement de 2 ou d'une multitude de volontés. Deuxièmement, que ce consentement engendre de nouveau une nouvelle vie. Troisièmement, que ce nouveau n'augmente jamais la misère du monde. Ainsi, la liberté appelle une attitude profondément fidèle à ces 3 conditions essentielles. La question de la fidélité n'est pas juste charnelle, ça commence par être fidèle à soi-même, pour être fidèle envers ses propres valeurs, et ses amours bien sûr. Cinquième facette. Au niveau émotionnel, donc on descend d'un cran, le principe de confiance mutuelle. La confiance irrationnelle ou spirituelle, contrairement à la confiance rationnelle, est fondée sur un aveuglement en conscience, un présupposé positif et réciproque au sein d'une relation amicale et fraternelle. J'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Mais en cas de trahison, la rancœur s'installe, bien sûr. La raison nourrit la rancœur et la rancune, tandis que le cœur pardonne. Il faut donc pardonner d'avance quand on aime. Grand principe. C'est le parjure du serment d'Aphrodite de Platon dans son banquet. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, symbolise le véritable amour, à propos duquel les dieux, dimension spirituelle, comme les anciens, dimension terrestre, accordent à l'aimant, à l'amant, la possibilité de se parjurer. Je cite Platon. Et ce qu'il y a de plus étrange encore, c'est que la plupart des hommes veulent que les amants soient les seuls à sermenter, dont les dieux pardonnent le parjure. Serment d'Aphrodite n'engage à rien, disent-ils. Ainsi donc, les hommes et les dieux assurent aux amants une pleine liberté. Nos lois locales la consacrent, et nul en cette ville ne demeure persuadé qu'aimer et s'éprendre de ceux qui aiment ne soit pas observer un usage très beau. Vous voyez la contradiction. Platon précise, j'accorde ainsi cette contradiction, l'amour n'est pas chose simple. Fin de citation. Quand nous nous engageons à vivre une authentique expérience d'amour ou d'amitié, notre intention sur le champ est toujours sincère, au présent éternel. Mais que savons-nous de l'avenir? Il faut donc pardonner d'avance son engagement. Sixième facette. Nous arrivons au niveau social, le principe de liberté. Le principe de liberté au niveau social résulte, on vient de le dire mais je le refais, 1. D'un consentement d'une volonté souveraine d'un peuple à vivre ensemble, c'est-à-dire à former une âme de la nation au sens d'Ernest Renan. Deuxièmement, ce consentement doit sans cesse améliorer le bien commun. Troisièmement, mais sans jamais augmenter la misère du monde. Notons que la liberté sociale
résulte d'une confiance indéfectible, d'un respect mutuel et d'une profonde fidélité dans les institutions du pays. Mais dès que les gouvernants ne les respectent plus, c'est le chaos, et les dites libertés s'évanouissent. On en a un exemple flagrant en ce moment, quand M. Macron dissout l'Assemblée nationale en juin 2024. Pourquoi ? En 2022, les Français, faute de mieux, l'ont élu. Mais 2 mois plus tard, aux législatives, leurs cœurs lui ont dit « Sauf qu'on ne te donne pas la majorité parce qu'on ne veut plus de ta politique néolibérale qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. » Mais Macron ne les a pas écoutés. En 2025, c'est le chaos. Pourquoi ? Parce que la liberté démocratique, c'est d'abord un consentement entre un peuple et ses gouvernants. 7e facette. Le principe d'intimité, on remonte au niveau spirituel, 3e colonne. Au niveau des lois de la physique, il existe une sorte d'intimité entre les protons et les neutrons d'un atome, qui signifie insécable. Puis entre les atomes et leurs électrons, ce qui permit à Mendeleïev de commencer à établir son tableau. Au niveau biologique, quand un virus ou une bactérie vient violer l'espace d'intimité d'un organe, il crée un désordre pathologique. Alors résumons en lecture horizontale. L'unicité est une fonction permettant le mariage des contraires. La fidélité et l'intimité y participent également. Mais la première en rapport avec le temps et la seconde en rapport avec l'espace. L'unicité consiste donc à marier tous les couples de la création dans le temps de la fidélité, donc au présent éternel, et dans l'espace de l'intimité, espace virtuel propre à chaque couple. Le temps de la fidélité n'est ni le temps sur terre, ni l'éternité du ciel, il est un présent éternel du couple, intermédiaire entre les deux mondes. L'espace de l'intimité n'est ni espace sur terre, ni celui du ciel, il est un espace virtuel du couple, intermédiaire entre les deux mondes. C'est pourquoi la présence-absence de l'être aimé est si importante. Même s'il est au travail, il est quand même ici, comme présent. Vous voyez cette articulation de l'espace et du temps dans l'amour. Prenons l'exemple du couple d'amoureux. Ils s'aiment, donc ils décident ensemble d'unir leur vie quotidienne, fonction d'unicité. Mais ils ne savent pas pour combien de temps. Ils s'unissent au présent, avec l'idée implicite que leur union durera éternellement. C'est le temps de la fidélité. Mais cette relation amoureuse se vit également dans un espace virtuel spécifique d'intimité au sein duquel personne d'autre n'aura le droit d'y pénétrer. Le principe d'intimité est une élection privilégiée. L'espace de l'amour intime n'est donc plus vraiment l'espace de la terre ni celui du ciel. L'espace de l'intimité est au final un espace virtuel, mais bien plus réel que toutes les autres réalités. 8e facette, au niveau émotionnel, on descend dans la 3e colonne, le principe du respect mutuel. Il découle bien évidemment du principe d'intimité qui est au-dessus de lui. Nous venons de voir que l'amour est une élection privilégiée en couple ou en amitié, ce qui suppose que chacun se doit de respecter l'intimité propre de son amoureux ou amoureuse et de surcroît qu'autrui de l'extérieur doit également respecter l'intimité du couple. Il en est de même pour une famille ou toute communauté, mais à ne pas confondre avec le communautarisme qui, lui, à l'inverse, est un rejet. Au niveau social, il s'agit bien sûr du respect des lois, mais également des us et des coutumes. De même, un étranger qui rend visite ou vient s'installer dans un autre pays que le sien, il se doit de respecter les lois et les mœurs du pays qui l'accueille. En retour, les citoyens et les institutions du pays d'accueil ont le devoir bienveillant de les respecter. Ça s'appelle l'hospitalité. C'est donc dans le respect mutuel en premier lieu que la question de l'émigration se réglera, ce qui suppose et nous amène au principe d'égalité, le dernier.
Donc on est au niveau social. Le principe d'égalité, ce sentiment d'égalité dans un couple, en amitié ou en société, appelle deux conditions préalables. Une intimité et un respect mutuel. En société, l'intimité réside dans le partage d'une même identité sociale, c'est-à-dire l'appartenance à un même peuple au sein d'un même espace, le pays. À l'intérieur de cet espace, il convient de respecter les mêmes lois juridiques et surtout morales. Et à partir de ces deux conditions, nous pouvons parler et échanger d'égal à égal, dans la mesure où nous avons reconnu et accepté une dignité commune, une égalité en dignité. Or, nous naissons tous inégaux, à tout point de vue, ce qui engendre des inégalités sociales et économiques. Le principe d'égalité que nous étudierons consiste à rééquilibrer constamment les inégalités sociales et économiques, à l'instar du métabolisme biologique. De même que la maladie découle d'une défaillance de la constante recherche des équilibres métaboliques, de même nos sociétés malades découlent elles aussi d'une défaillance similaire de cette constante recherche des déséquilibres sociaux et économiques. Le principe d'égalité consiste donc à sans cesse rééquilibrer les déséquilibres sociaux et économiques, mais sans jamais l'obtenir au final, sinon ce serait la mort sociale, c'est-à-dire l'égalitarisme. Ce sont les inégalités extrêmes qui posent problème. Pour les réduire, il suffit que le fort tende la main envers le faible, le sachant envers l'ignorant, le bien portant envers le malade, le riche envers le pauvre, etc. J'appelle cette constante sociale la fonction d'équité. Bon, j'espère vous avoir éclairé ce tableau qu'il faut lire, voyez-vous, à la fois horizontalement et verticalement. 10e et dernière facette, l'amour terrestre, qui est la synthèse vécue des 9 autres. Donc vous l'aurez compris, ces 9 facettes représentent une synthèse de l'amour idéal. Mais l'amour sur Terre s'avère loin de l'être. Son enjeu consiste donc à s'en approcher au fur et à mesure que notre vie s'écoule, conformément à notre injonction originelle. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Une dernière remarque. Au niveau du couple d'amoureux, cette étude n'a d'intérêt qu'après être tombé amoureux, ou plutôt que l'amour nous soit tombé dessus. On ne tombe pas amoureux, c'est l'amour, le vrai, qui nous tombe dessus. Comme va le rappeler le message suivant. Ce commentaire a été rédigé par ma bien-aimée en 2007, un jour d'été à Nice. Je la cite. « Pourquoi s'aime-t-on autant alors que nous sommes toujours en conflit ?» Ou l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on ne se supporte pas, on se cherche des noises alors que nous nous aimons autant? Parce que l'amour, en fait, est la reconnaissance de son âme sœur. Immédiatement, nos âmes se reconnaissent. Immédiatement, alors pour nous, c'est le coup de foudre. L'amour fou, l'amour passion, l'amour tout court. Tout cela selon le degré d'élévation spirituelle. Cependant, nous croyons tout gérer, tout décider. Nous pensons avoir jeté notre dévolu sur une personne, alors que nos âmes se sont reconnues bien avant et nous amènent à nous rencontrer. Vous voyez le processus. Et bien vite, voilà le drame. Comme nous sommes certains d'avoir décidé du choix de notre amoureux ou de notre amoureuse, vous voyez l'erreur, alors nous pensons avoir le droit de décider comment il ou elle doit se comporter. Mais tomber amoureux est un acte de l'âme. Et nous, si nous sommes assez éveillés, nous nous devons de faire évoluer nos âmes encore et encore. Voilà d'ailleurs pourquoi autant de vies nous sont utiles, car souvent nous nous perdons en émotions en tout genre, ou nous nous transformons en despotes, ou bien en victimes, nous geignons, nous maudissons, nous sanglotons, nous menaçons. Et enfin, nos âmes, ressentant qu'il n'y a plus rien à espérer, nous amènent à nous séparer. Fin de citation. Voilà comment l'amour surgit, l'amour terrestre, surgit et s'évanouit
comme il est venu. L'amour en fait est un cadeau, pas une possession. Prochain podcast, nous allons commencer notre périple économique avec le drame de la spéculation. Encore pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.